Le troisième mois dans la taïga septentrionale fut éprouvant pour les hommes comme pour les machines. Les rivières sortaient de leur lit, les branches des arbres vibraient comme des cordes vivantes, et chaque son semblait être l'écho d'un battement de cœur ancien venu du fond de la forêt. Une patrouille des forces spéciales avançait sur un sentier étroit le long d'un fleuve puissant, là où l'eau ressemblait à un miroir de verre séparant le monde des hommes des éléments sauvages. Un froid cinglant mordait les articulations, tandis que les branches griffaient le manteau noir de la nuit, au moment même où des éclairs déchiraient le ciel à quelques kilomètres du camp. Soudain, un rugissement brusque et désespéré brisa le silence, figeant les soldats sur place. Ce cri, chargé de douleur, résonnait à travers la taïga comme l'appel d'une bête blessée luttant pour son dernier souffle dans l'eau glacée. Le commandant ne chercha pas à discuter cette agression invisible. Il ordonna simplement de se diriger vers la source du bruit. Ces mots restèrent suspendus dans l'air froid, se dissolvant dans le murmure de l'eau et du gel. Après quelques minutes, ils débouchèrent sur une large portion de la rivière où l'eau tourbillonnait sous la pression du vent. Deux êtres se débattaient frénétiquement, une femelle adulte et son petit ourson. Le piège qui s'était refermé sur eux était un vieux chalut d'acier abandonné, autrefois destiné à la pêche industrielle. Rouillé, entremêlé de filets et de câbles épais, il ressemblait à une mâchoire d'acier béante. Les animaux luttaient pour leur vie. L'ourson, presque totalement immergé, s'empêtrait dans les filets comme dans une toile d'araignée fangeuse. Sa mère, tentant désespérément de le libérer, s'enlisait elle-même dans l'impasse des câbles. Ses mouvements faiblissaient, son rugissement s'étouffait. L'eau d'un vide abyssal brûlait sa peau et contractait ses poumons, mais elle ne se rendait pas. Le commandant évalua la situation. Il était impossible d'abandonner les animaux, mais s'approcher d'un tel prédateur, même épuisé, relevait du suicide. Sa voix tomba, grave et calme. « Andrei, c'est ton tour. » Andrei était le médecin du groupe, le seul capable de réaliser l'impossible sans agitation inutile. « Côte 1, » ajouta le chef. Andrei retira son équipement lourd. L'eau glacée lui brûla le corps comme 1000 aiguilles. Il n'y prêta aucune attention. Ses yeux brillaient de la même détermination que celle d'un médecin en zone de conflit. Armé d'un simple couteau tactique, il nagea lentement vers l'ours. De près, elle paraissait bien plus imposante que depuis la rive. Massive, maladroite dans l'eau, mais chaque fibre de son être était imprégnée de fatigue et d'un espoir sauvage. À son approche, l'ours cessa de grogner et le fixa simplement. Dans son regard, il n'y avait plus d'agression, seulement une détresse animale pure. Elle coulait. Andrei comprit alors que chaque geste de la mère était un combat pour la survie de son petit. « Côte 2, » murmura-t-il, autant pour elle que pour lui-même. Il plongea dans l'eau trouble à la recherche des câbles glissants. La lame tranchait avec peine les fils d'acier mouillés, tandis que l'ours tressaillait par intermittence, entravant ses mouvements. Dans cette lutte, chaque seconde comptait. Andrei décida de commencer par l'ourson. Le petit ne bougeait presque plus. En trouvant le câble principal, Andrei le sectionna d'un coup puissant. Libéré, le petit rassembla ses dernières forces pour ramper vers la rive. Une fois sur la terre ferme, il se cacha dans les buissons et commença à gémir bruyamment pour appeler sa mère. Ce son agit comme un choc électrique sur l'ours. Sa fatigue s'évapora instantanément. Elle redevint une bête féroce, un piège vivant refusant de capituler. « Calme-toi !» cria Andrei en évitant de justesse un coup de patte. Il restait peu de temps. Il s'attaqua au câble qui entravait le cou et la patte avant de l'animal. Après un effort intense, un craquement sourd retentit. Le fil rompit. L'ours était libre. À cet instant précis, l'horreur se produisit. L'épuisement qu'elle affichait
n'était plus qu'un lointain souvenir, c'était une ruse de la nature, cet ultime réservoir d'énergie qui s'éveille face à une menace pour la progéniture. L'animal explosa d'une énergie primitive. La douleur laissa place à la rage pure d'une mère entendant les pleurs de son petit. Elle ne vit pas en Andreï un sauveur, mais le dernier ennemi entre elle et son enfant. Un rugissement assourdissant secoua la rivière. Se dressant sur ses pattes arrière au milieu de l'eau, elle se jeta sur lui. Andreï se figea. Il ne vit que la gueule béante et les griffes immenses fondant sur son visage. Sur la rive, ses camarades hurlèrent en épaulant leurs fusils, mais il savait qu'il n'aurait pas le temps. Quat 4 parvint-il à expirer avant de plonger instinctivement sous la surface. Il sentit une masse colossale passer au-dessus de lui, faisant bouillonner l'eau. Lorsqu'il refit surface, à bout de souffle, l'ours était déjà à mi-chemin de la rive. Elle nageait avec une vitesse incroyable, sans se retourner. Atteignant la terre, elle saisit son petit et disparut dans l'épaisseur de la forêt. Andreï resta seul dans l'eau glacée, le cœur battant dans la gorge. Il avait survécu, mais le prix était plus lourd que n'importe quelle blessure. Sur la rive, les soldats baissèrent leurs armes, observant le silence. L'horreur de la situation ne résidait pas dans la menace de mort, mais dans la confrontation avec une force qui se moquait éperdument de leurs intentions. Ils avaient sauvé une bête qui, la seconde d'après, était prête à les déchiqueter. C'était la leçon la plus cruelle de la nature sauvage. En sortant de l'eau, Andreï se tint debout, la peau trempée, écoutant le souffle du vent. Son regard chercha un signe dans le ciel, mais il n'y trouva que des étoiles froides comme l'acier. Il ne cherchait ni applaudissements ni gratitude. Il lui suffisait de savoir que la vie avait quitté le piège pour retourner dans le monde des vivants, et que la mer avait retrouvé son sanctuaire. Le camp fut levé dans la pénombre. Avant que le vent ne retombe, ils n'entendirent pas des mots, mais un silence, et dans ce silence, chacun comprit. Il existe en ce monde une puissance qui n'obéit à aucun ordre humain. Plus tard, assis près du feu, Andreï écoutait le souffle de ses compagnons. Il finit par dire doucement « Ses paroles résonnèrent comme le tintement de l'acier froid. » Personne ne le contredit. Il savait que pour ceux qui arpentent cette terre, les joies sont rares. Mais parfois, un instant surgit où toutes les épreuves mènent à une seule vérité. Nous sommes des hommes et nous faisons partie d'un monde qui ne demande pas de permission. À l'aube, les traces de l'événement s'étaient évaporées comme la rosée. Le lendemain, le camp reprenait sa routine. Mais dans le cœur de chaque témoin de ce duel, une résonance demeurait, une douleur vive, une force miraculeuse et la voix puissante du devoir. Andreï retourna au poste médical. En regardant son reflet dans l'eau trouble de la rivière, il y vit une nouvelle clarté. Le monde n'est pas qu'un théâtre pour les héros. C'est un champ où chaque pas peut être à la fois un salut et un avertissement. Cette nuit-là, alors que le vent glacial courait à nouveau sur les braises, Andreï pensa à l'ours et à son petit silencieux. Il comprit que l'animal n'avait que faire de ses intentions nobles. La nature s'est transformée la protection en menace et la menace en salut. C'était là la sombre mais magnifique leçon que l'homme doit accepter s'il veut être plus qu'un simple combattant. Un gardien. Même si les étoiles brillaient dans l'obscurité, Andreï savait que quelque chose de plus grand qu'un simple sauvetage avait eu lieu. C'était un rappel de la frontière ténue entre l'homme et la nature, du prix de la bravoure et de cette étrange magie qui naît là où la vie et la mort se côtoient. Si quelqu'un demandait un jour pourquoi une patrouille risque ses forces, la réponse serait simple. Pour vérifier s'il reste encore dans ce monde cette part d'honneur et de compassion qui nous rend humains, même au bord de l'abîme. Ainsi se termine cette histoire, non comme la victoire d'un guerrier, mais comme la reconnaissance d'un fil invisible entre l'homme et le sauvage. Un fil que l'on peut briser par la force ou dénouer par la sagesse. Dans ce monde,
Chaque sauvetage est une réponse à la question « Qui sommes-nous aux yeux de ce qui nous entoure ?» La réponse est peut-être cachée dans notre choix de vivre aux côtés de ce qui peut nous briser, ou même de devenir le salut de celui que nous tentons de secourir.